Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de recherche très rapidement et sous le contrôle sévère de notre directeur en 20 minutes. Et mon programme de recherche, son titre, c'est « L'universalité de la norme démocratique et la religion islamique ». Ce titre pourrait changer, l'ordre pourrait changer, ou peut-être même le contenu pourrait changer, mais en gros c'est cela, c'est l'universalité de la norme démocratique et la religion islamique. Très rapidement, mon projet de recherche a un but. Il est intéressé. Comme tout projet de recherche d'ailleurs, y en a-t-il qui soient désintéressés? Et l'intérêt de mon projet de recherche, c'est de répondre aux négations fondamentales de la norme démocratique. Je commencerai par là. Il y a aujourd'hui, et c'est très répandu, pas seulement dans notre région, je viens de Tunisie, donc je suis tunisien, je suis maghrébin, pas seulement de notre région, mais un petit peu de partout dans le monde. Et il y a, à mon avis, 3 négations fondamentales de la norme démocratique. Je commence par ces négations pour vous dire ensuite comment je vais les réfuter et sur quoi je vais fonder cette idée qui peut vous sembler hallucinante au premier abord, qui est l'universalité de la norme démocratique. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est extrêmement présomptueux et aventurier de parler de l'universalité de la norme démocratique. Les 3 négations sont les suivantes. Tout d'abord, il y a la négation historiciste. Je vais vraiment très rapidement, la négation historiciste qui consiste à dire que la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui véhiculée par les médias, par certains États, surtout les États occidentaux, etc., est un principe d'arrogance qui nie l'histoire. Autrement dit, on reproche à la démocratie de sortir de son contexte historique pour en faire une marchandise mondiale, en quelque sorte, comme le capitalisme. Et donc, il s'agit d'une arrogance qui nie l'histoire. Voilà la première négation. La deuxième négation, c'est ce que j'appelle la négation théocentrique. Très rapidement, c'est celle que nous vivons avec beaucoup de densité dans la région islamique, dans disons, l'ère de civilisation islamique, et qui consiste à dire que la démocratie qui est fondée sur les droits de l'homme est une négation des droits de Dieu. Or, une négation des droits de Dieu n'a aucun sens, n'a ni essence ni sens, parce que la vie ne peut pas se comprendre pour les adeptes de cette croyance sans son retour à la référence ultime qui est l'au-delà, c'est-à-dire la véritable vie. La vie terrestre n'étant qu'un moment de passage très court, la véritable vie venant ailleurs. C'est donc au nom du théos, au nom de Dieu, au nom des convictions religieuses qu'on dénie l'universalité de la norme démocratique. La troisième négation est la négation que j'appelle la négation biologiste. Elle est, si vous avez lu le livre de Yuval Harari, les deux volumes, l'idée dans les 2 volumes, Sapiens et le 2e volume, le Tédéus, vous verrez que l'idée est omniprésente. J'avais prévu de vous lire des textes de Harari, j'avais mon ordinateur, je les ai soulignés en rouge, etc. Mais je n'y arriverai pas parce que ça sera trop long. Mais je le développerai dans mes conférences, je citerai les textes, etc. L'idée est la suivante. Le vivant ignore les droits de l'homme. Le vivant, c'est la sélection, le vivant, c'est l'évolution. La nature dont vous nous assommez n'existe pas. La nature, c'est des lois d'évolution, des lois de sélection, et ni la biologie, ni l'histoire ne donnent des droits à quiconque.
que l'oiseau vole, nous dit-il, par exemple, ne lui donne pas le droit de voler. Donc, comme pour nous, n'est-ce pas, le fait de vivre, de penser, etc., de prétendre qu'on est égaux, provient de fantasmes. Dans la biologie, dans le vivant, il n'y a ni égalité, ni justice, ni liberté. Comment répondre à ces trois négations? Comment répondre à ces trois négations? Ça, c'est vraiment le défi de ce projet de recherche. J'essaye, dans mon projet, de fonder universellement la norme démocratique sur un principe philosophique qui est le principe de non-souffrance. Très rapidement, encore une fois, qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, cela veut dire que je pars de l'homme, un petit peu comme dans Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Partir de l'homme. Ensuite, partir d'un principe universellement acceptable, qui est le principe de non-souffrance, et je l'explique de la manière suivante: quelle que soit notre opinion sur la nature de l'homme, qu'on soit créationniste ou qu'on soit évolutionniste, moi, je prends l'homme tel qu'il est aujourd'hui, en l'état de connaissance qui est le nôtre, de l'homme. Et je constate expérimentalement que la fuite devant la souffrance, c'est quelque chose qui anime l'humain avant même la naissance, qui anime l'humain déjà dans le ventre matriciel de sa mère. Pas seulement sur le plan physique. Il est évident que sur le plan physique, nous sommes les égaux avec les animaux. Là, il n'y a absolument aucune différence entre un chien et un homme. C'est pour ça, d'ailleurs, que ma philosophie des droits de l'homme se transpose aux droits de l'animal. Car si nous acceptons le principe de la souffrance, de la non-souffrance physique pour l'homme, je me demande pourquoi nous ne l'accepterons pas pour les chats, alors que nous sommes à égalité devant ce problème, puisque la fuite devant la souffrance physique, devant la maladie, devant la mort, sont égales pour l'homme et pour l'animal. Nous sommes des volumes dans l'espace, l'homme aussi bien que l'animal. Et je ne vois pas pourquoi on donnerait ce privilège des droits de l'homme à l'homme en les niant pour l'animal. Et ce qui se passe pour les animaux, c'est vraiment un scandale. Peut-être que dans 1000 ou 2000 ans, les humains, s'il y en a encore sur la face de cette terre, parleront de nous comme nous parlons aujourd'hui des cannibales. Je passe. Si vous admettez avec moi les trois données observables de l'être humain, qui sont les suivantes. 1. L'homme est une matière périssable. 2. L'homme est un être moral. 3. L'homme est un être social. Mon idée, c'est de dire que chaque fois que vous touchez un élément de ces composantes, de ces données de l'homme, vous le faites souffrir. Or, le principe de non-souffrance valant pour moi comme pour autrui, puisque je sais ce que c'est qu'une rage de dents d'abord, et je peux, par extrapolation, dire que si l'un de vous était atteint d'une rage de dents comme moi, il va souffrir, et comme je sais par introspection ce que c'est que la souffrance, je vais m'interdire, comme je m'interdis à moi de m'imposer une souffrance, de l'imposer à autrui. Il suffit tout simplement d'être un être discernant pour ça. Peut-être là vient la différence entre l'animal et l'homme, parce que l'animal n'est pas capable de faire cette extrapolation et de considérer autrui comme soi-même. Si vous l'admettez, donc ces trois matières, ces trois données de l'homme, une matière périssable, un volume dans l'espace, animé par la hantise de la mort, qui est une souffrance, pour quelle que soit la mort, même quand elle est voulue, J'ai de longs développements dans mon projet de recherche sur le suicide, sur la pénitence, etc., qui en apparence sont des souffrances acceptées,
mais cela ne réfute pas du tout l'idée de la non-souffrance, au contraire, je prétends qu'elle le confirme, au contraire. Donc, je dis que, en tant que matière périssable, en tant que volume dans l'espace, l'homme est soumis à la souffrance de la mort, à la souffrance physique, c'est-à-dire qu'il refuse et qu'il fuit toute dégradation de ses capacités physiques, quelles qu'elles soient. C'est pour ça que nous créons dans nos vies des systèmes de santé qui sont parfois extrêmement complexes. Donc, toute atteinte à la vie, toute atteinte à l'intégrité physique constitue une souffrance et doit, et c'est là que je passe de la réalité de l'expérience à la norme, doit être interdite. Deuxièmement, l'homme est un être moral. Ça fait partie aussi de nos constituants naturels. L'homme n'est pas, je ne distingue pas entre l'être moral qui est en nous et l'être physique. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'est le cerveau. Est-ce que nous avons une âme ou est-ce que le corps cérébral dirige tout? On n'en sait rien. Et les spécialistes sont extrêmement divisés sur cette question-là. Je prends l'homme tel qu'il est. Dans sa nature, pour moi, l'homme est un être moral, c'est-à-dire que c'est un être pensant, c'est un être discernant et c'est un être parlant. Et je dis que toute atteinte à cet être moral, que ce soit sous l'aspect d'une atteinte à ma liberté de penser, ou d'une atteinte à ma liberté de croire, ou à une atteinte de ma liberté de m'exprimer de mille manières. Je peux m'exprimer en dansant, je peux m'exprimer en créant, je peux m'exprimer en peignant, je peux m'exprimer en dessinant, et je peux m'exprimer comme je m'exprime actuellement, pas seulement d'ailleurs par la langue, mais également par le visage et le contact qui peut s'établir entre deux êtres humains. Je dis que toute atteinte à n'importe quel élément de cet être moral constitue une souffrance. Donc, interdiction de la liberté, interdiction d'atteindre la liberté de penser, la liberté de créer, la liberté de parler, d'où, dans la démocratie, la liberté les libertés juridiques. Cela ne nous intéresse pas tellement maintenant, nous restons au niveau théorique. Et enfin, l'homme est un être social. Toutes les civilisations le disent, de toute manière, nous n'avons pas besoin de le dire, c'est quelque chose qui s'impose. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas concevoir l'homme en dehors d'un groupe social, et les hypothèses de Hayy ibn Yaqzan ou de Vendredi dans le Robinson Crusoe, ou même de L'homme en état de nature de Rousseau, ne sont que des hypothèses, et tous les auteurs qui ont écrit là-dessus disent que ce sont des, y compris Rousseau, disent que ce sont des hypothèses, qu'il ne faut jamais, des hypothèses pour construire un système, et qu'il ne faut jamais les prendre à la lettre. Les Arabes ont dit l'homme est un être civique. Les Grecs ont dit l'homme est un être politique. C'est exactement la même chose. Lorsque en arabe nous disons al-insanu madaniyun bit-tab', ou lorsque les Grecs disent que l'homme est zone politikon, c'est exactement la même manière de dire. Ce qui veut dire quoi en fait un être politique? Qu'est-ce que cela veut dire un être civique? Il ne suffit pas d'être face à face et de se regarder. Être un être civique, ça veut dire participer à un groupe social qui a des finalités, qui a des objectifs, qui a une vie propre, et dans lequel je ne veux pas me sentir écrasé, dans lequel je veux participer, à la distribution des charges et des honneurs, qu'elles soient politiques, sociales, etc., etc. Par conséquent, cet élément composant la nature de l'homme doit être également pris en considération, et toute atteinte à mon être civique en tant que participant au groupe, en tant que participant aux affaires, en tant que ne voulant pas être exclu, en tant que ne voulant pas être atteint dans ma dignité, en tant que refusant par nature les passe-droits, les inégalités, etc., tout cela doit être pris en considération, et donc toute atteinte à l'un de ces éléments constitue également, pour moi, une souffrance. Si nous admettons le principe de nos souffrances comme étant un composant naturel de l'homme, si nous admettons ces trois données, eh bien, nous allons dire qu'il n'y a qu'une seule norme.
Je dis bien une norme, hein, je ne dis pas un régime politique ou un droit, je dis une norme qui respecte et qui les couvre et qui les garantit, qui garantit tous ces éléments de l'homme, c'est la norme démocratique. Mais je dis bien norme, attention, peut-être que je reprendrai le point tout à l'heure dans quelques minutes, parce que je dois terminer. Mais alors, nous allons, mon défi majeur, mes deux défis majeurs dans ce projet de recherche sont les suivants. Premièrement, la loi de Hume et de Kant sur le plan philosophique, et le deuxième élément, c'est ce que j'appelais la négation biologiste. Ce sont les deux plus importants. La première, je l'explique très très facilement. On nous dit, les philosophes nous disent qu'on ne peut pas tirer un devoir-être de l'être. Que ma santé se dégrade quand je suis malade, je ne peux pas en tirer que je dois, à titre d'impératif moral catégorique, veiller au maintien de ma santé. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Comme je le disais tout à l'heure, qu'un oiseau vole, on ne peut pas tirer de ce constat d'être un devoir-être, que l'oiseau doit voler en tant qu'impératif moral. Et ça, c'est un grand défi. C'est un grand défi, je m'y attelle, je ne vais pas vous dire maintenant comment je fais pour m'en sortir, mais il faut que je m'en sorte, il faut que je me sorte de ce défi fondamental qui est articulé par toute la philosophie moderne. Je lisais récemment un livre de Luc Ferry sur le transhumanisme, il reprend l'argument en disant que ceux qui croient qu'on peut tirer un devoir-être de l'être, c'est des comiques, quoi, c'est des gens de cirque. Qu'il faut autour desquels il faut rire, quoi, parce que ce n'est pas sérieux. Bon. Donc c'est un défi majeur quand même, et j'essayerai dans ce projet de recherche de le relever. Et le deuxième défi, c'est le défi du biologisme, effectivement. Effectivement, les biologistes, les scientifiques ont parfaitement le droit de me dire, mais tu es en train d'imaginer une nature qui n'existe pas. La nature ne nous a jamais donné de droit. La nature, c'est des faits, c'est des évolutions surtout, c'est des sélections. Comment peux-tu tirer un devoir-être de cette nature? Là aussi, ces deux défis, il faut que je les relève. Et une fois que ces deux défis, je ne vais pas dire comment maintenant, mais je peux vous dire qu'une fois que ces deux défis sont relevés, eh bien, à ce moment-là, on peut dire que l'universalité de la norme démocratique fondée sur le principe de non-souffrance devient elle-même une loi universelle pour le genre humain. Mais je vous ai dit tout à l'heure, je reprendrai l'idée. La norme démocratique, pour moi, n'a rien à voir avec les systèmes démocratiques. Attention, je ne suis pas en train de dire que le système américain ou le système français ou le système de n'importe quel pays dit démocratique représente ce que j'appelle la norme démocratique. Ce n'est pas du tout ça. Une fois que je dis norme démocratique, ça veut dire le respect de la dignité humaine, ça veut dire la reconnaissance d'autrui, ça veut dire l'égalité entre les hommes, ça veut dire le respect de la liberté de la participation, que cela se passe sous un baobab dans une tribu africaine ou que cela se passe dans un régime ultra complexe sur le plan économique, social, culturel, etc. Cela importe peu. L'essentiel pour moi, c'est de respecter ces principes. Et lorsque je dis par conséquent la norme démocratique, j'entends par là poursuivre un objectif, éviter la souffrance et appliquer des principes qui sont la participation au pouvoir, la tempérance du pouvoir, le pouvoir tempéré, l'égalité des hommes, la liberté de penser et de croire, la dignité de l'homme. Jusqu'ici, je n'ai parlé que d'une branche de mon sujet. Mon sujet porte sur deux branches. Raouf, ne vous inquiétez pas, je vais terminer dans quelques secondes. Parce que je ne vais pas parler de cette deuxième partie précisément, les 20 minutes étant pratiquement expirées. Parce que c'est l'islam. La deuxième branche de mon sujet, une fois que j'aurai établi cette universalité de la norme démocratique, il faudra que je réponde à la question contre tous ceux qui nous disent aujourd'hui, les partis islamistes, les réseaux de partis, et Daesh, et Boko Haram, mais pas seulement eux. Même les musulmans gentils qu'on trouve à la sortie de la rue, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec les djihadistes, qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire ma famille, ma rue, mon école, mon instituteur, mon professeur, mes professeurs à l'université, les étudiants, les juges, les avocats, tout ça.
Il n'y a pas que des djihadistes, mais il y a des musulmans, je pense, qui représentent au moins la moitié des musulmans qui pensent comme les djihadistes, qui n'iront pas au bout de leur logique, parce que le djihadiste est un intégriste qui va jusqu'au bout de sa logique par l'action. Tous ces musulmans gentils en quelque sorte, mais pensent de la même manière et disent que cette idée de faire prévaloir les droits de l'homme sur les droits de Dieu, etc., c'est déjà un début d'incroyance, c'est déjà un début de négation de Dieu et des droits de Dieu. Alors pour répondre à cela, je prends tout simplement, et c'est ce que je vais faire un peu dans mes conférences à l'IMERA, je prends ce que j'appelle la lignée des penseurs hors circuit, depuis Farabi, El-Kendi, Ibn Rushd, jusqu'à Mohamed Harpoun, jusqu'à Zayd Abu Nasr, jusqu'à Mohamed Mahmoud Taher, jusqu'à Abdelmajid Sharfi, etc., pour montrer que ce soit dans la pensée soufie, que ce soit dans la pensée des philosophes comme Averroès, justement nous allons commencer la conférence du 27 septembre par lui, répondent à cette question-là, que non seulement l'islam est compatible et soluble, comme on dit vulgairement, dans la démocratie, mais qu'il la revendique. Voilà donc en très peu de mots ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps, mais dans les limites de 20 minutes, je ne peux pas faire plus. De toute façon, le but, c'est juste de te présenter. Voilà, mais enfin, c'est un peu ça qui m'anime, et j'espère que je profiterai de ce séjour de 10 mois à l'IMERA pour aboutir à un ouvrage, parce que c'est ça mon objectif, c'est d'aboutir à un ouvrage, de le travailler ici tant que je suis avec vous, et je serai très très heureux de pouvoir discuter. Je vois qu'il y a parmi vous des philosophes, des scientifiques, etc. L'intérêt pour consolider ma pensée, si vous voulez, c'est de la faire critiquer, c'est de la faire agresser même s'il le faut agresser, par des gens qui appartiennent aux disciplines qui sont les vôtres. Je vous remercie. Merci.